Bon bah ça y est, on y est, 31 décembre 2024, le dernier jour de l'année et on ne pouvait pas éviter un clin d'œil aux pompiers de Martigues parce que franchement, ils assurent. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors Loïc, en place pour prêter main forte ce soir, c'est sans doute une des soirées les plus complexes pour vous. Oui, une des soirées peut-être les plus mouvementées de l'année pour nous. Alors quelle consigne, quelle conduite à tenir pour tous ceux qui vont réveillonner? C'est chaque année la même chose, mais c'est toujours utile de le répéter. Les consignes habituelles, ne prenez pas la voiture si vous avez bu, essayez de dormir chez les collègues, de trouver un endroit à proximité, de ne pas prendre la route, éviter les accidents bêtes. On fait attention aux couteaux à huîtres, aux bouteilles de champagne. Aussi, voilà. Bon. Avec modération, évidemment. Ouais. Les dangers sont moindres, mais effectivement sont présents également. Vous fêtez le 31 quand même à la caserne, même si vous êtes de garde? On fait un repas entre nous, nous du coup sans alcool forcément, mais on fait un petit repas tous ensemble pour le dernier de l'année. En plus pour nous à Martigues, ce sera la dernière tous ensemble puisqu'on a une petite modification à partir de janvier, donc voilà. Petit repas tous ensemble. On a déjà notre reportage pour la nouvelle année, c'est pas beau ça? Bon, ouais. En attendant Martigues 2025, le calendrier que vous pouvez vous procurer à la caserne? Oui, alors à partir du 1er janvier, ce sera uniquement au centre de secours sur Martigues. Dès demain, foncez, prendre votre calendrier et faites un don généreux pour les pompiers de Martigues. Voilà, pour les retardataires. Merci. Nous, on est fiers de tout ce que vous faites. Merci, et puis à l'année prochaine. Merci beaucoup, merci, bon réveillon, quoi qu'il en soit. Voilà, donc on quitte Loïc qui s'affaire avec les calendriers et vous l'aurez compris, nous on va replonger dans l'ambiance du mois de septembre pour notre rétrospective. Rentrée des classes, on va y revenir, mais avant c'était la fin de chantier pour le viaduc de Martigues. Il y avait pénurie de pâte à tartiner Elmorgène. On fêtait les Italiennes au jardin de Ferrières, la base aérienne d'Istres ouvrait ses portes au public et il y avait aussi les journées du patrimoine et Provence Studio a eu un franc succès. Mais tout de suite, cartable sur le dos, c'est la rentrée. On s'y retrouve avec les petits à Martigues ou à Entresins. Reportage rétro septembre 2024. Dernier coup de pinceau sur les façades à l'école Tranchier. Si la primaire a été rénovée il y a peu, c'est au tour de la maternelle. Annie Kinas, adjointe déléguée à l'éducation et l'enfance, revient sur ses travaux. Les brises soleil seront installées pendant les vacances de Toussaint parce que qui dit isolation par l'extérieur dit désamiantage des joints, des fenêtres, etc. À l'intérieur, bien sûr, il y a eu aussi des peintures de fête, mais du coup, les enfants vont rentrer dans une école extérieurement toute neuve avec une isolation qui est au top et tout est prévu. Et autre gros changement à l'école Jean Jaurès de Ferrières qui accueille une ouverture de classe. Elle devait d'abord se faire à l'école des Crayons, mais comme c'est une école Jean Prouvé, il est impossible d'y faire une extension. Alors aménagée, Jean Jaurès est désormais prête à accueillir cette classe de grande section. On a transformé une salle qui servait à la garderie, on a équipé en mobilier, ça on a eu tout le temps de le faire et donc elle est prête. Il y a une chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils vont avoir un jeune maître qui est ravi d'avoir une classe de maternelle et qui va les pouponner, qui va bien s'occuper d'eux pour pas que dans la cour ils soient un peu dépaysés, un peu perdus, tout ça. L'école est quand même très vaste, il y a 3 cours. Donc ça permet quand même que ces petits bouts ils soient un peu isolés aussi. Ça permet quand même un peu d'autonomie, un peu d'indépendance pour eux. Donc je pense que c'est une expérience intéressante à voir comment ces enfants, finalement, ils vont peut-être grandir plus vite, ils vont être plus vite autonomes. Aux parents et aux enfants maintenant de se préparer. Ils ont tout le week-end pour préparer la rentrée le lundi matin. Effectivement, les petits n'ont plus que ce week-end de vacances, alors il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter une bonne rentrée ce lundi. Les enfants semblaient heureux de retrouver le chemin de l'école et pourtant certains des parents restaient inquiets quant à l'avenir de la maternelle, surtout à la découverte du nombre d'élèves par classe qui atteint les 31. Un chiffre élevé que déplore Annie Kinas, déléguée à l'éducation et l'enfance.
C'est un peu dommage parce que 31 par classe, des tout petits qui font leur première entrée en maternelle, les personnels avec tout la bienveillance qu'ils ont, ils peuvent pas être attentifs. C'est un tout petit quand même qui arrive, qui découvre. On avait eu déjà des échos comme quoi les budgets, pas de postes d'enseignants, etc. Nous on avait bien redit que les locaux étaient en place et qu'on pouvait accueillir tout de suite dans la semaine. À la maternelle Canto-Perdrix, il y a 2 ans, une classe a été fermée et on avait bien précisé qu'il y avait des logements en réhabilitation à Canto, dans les immeubles. Et que donc, des familles allaient revenir 1 ou 2 ans après. Et c'est exactement ce qui se passe. Seulement maintenant, on paye cher parce que du coup, les enfants sont encore 31 par classe. On va essayer de faire au mieux pour accompagner quand même ces petits. Et pendant que les élus étaient présents aux côtés des petits, les parents d'élèves attendaient la venue de l'inspectrice académique. Elle décidera de l'ouverture d'une classe ou non. Marion David, parent déléguée, a encore de l'espoir. Nous espérons encore une fois de plus que il va y avoir une ouverture de classe, un allègement parce que les enfants, ça va être très compliqué pour eux pour toute l'année, même pour les enseignants et les ATSEM. Donc j'espère qu'aujourd'hui, quand l'inspectrice académique va venir pour faire le fameux comptage, elle prendra en considération que le nombre d'élèves est trop important et qu'il faut alléger. En tout cas, les parents d'élèves promettent de ne rien lâcher si la décision devait être négative. Ils annoncent qu'ils continueront les mouvements devant l'école jusqu'à l'obtention d'une nouvelle classe. Devant les grilles, les enfants et leurs parents sont prêts à envahir les salles de classe. Très peu de larmes sur les joues des petits écoliers qui ont hâte d'investir le bâtiment rénové. Comment tu te sens toi ce matin? C'est pas bien. Qu'est-ce que tu as hâte de retrouver ici? J'adorais voir mes copains. Content de reprendre, pas de stress, donc top. Ça va, réveil pas trop difficile pour se recaler? Pas du tout, très bien. Tout s'est bien passé ce matin. Réveil difficile pour le papa, surtout que moi c'est ma première rentrée, d'habitude je travaille. Donc pas trop facile, mais écoutez, lui en tout cas ça s'est bien passé pour lui, donc c'est le principal. Accompagné du maire, le directeur général des services de la ville, Nicolas Davigny, inspecte le résultat des 900 000 € de travaux. La protection thermique de l'établissement a été complètement réhabilitée. La commune s'est engagée depuis 2 ans maintenant dans un vaste plan de restructuration de ces écoles, notamment de la partie isolation, chauffage, pour rentrer dans un cycle d'économie d'énergie, évidemment, que tout le monde recherche en ce moment. Nous, on a décidé de le faire massivement. Et quand on traite une école, on traite tout de A à Z, donc l'isolation par l'extérieur, la toiture, les menuiseries et le système de chauffage. Une pompe à chaleur toute neuve est en train d'être mise en service à quelques mètres du portail dans l'enceinte de l'école. Cet hiver, on se chauffera avec une énergie décarbonée et ça fait sens pour la directrice de l'établissement. Ce qui était important pour nous, c'était l'idée écologique qu'on veut transmettre aux élèves, puisque c'est une école qui va moins consommer en énergie et c'est une école sur laquelle on va travailler sur un projet innovant avec les enfants de récupération d'eau pour arroser le potager. Voilà, on a un projet innovant pour travailler avec les parents davantage, les laisser rentrer davantage dans l'école, mais surtout pour transmettre des valeurs aujourd'hui aux enfants de l'école du dehors. Le principe est de se rallier un petit peu avec la nature et d'enseigner à travers la nature. Après Jacqueline Auriol l'an dernier et la Buissonnière, aujourd'hui, 1 à 2 écoles par an vont encore être rénovées d'ici 2028 à Istres dans le cadre d'un projet global qui s'élève à 12 millions d'euros. Adieu cigarettes, cigares, pipes, cigarettes électroniques, puffs et tout le reste. À Saucé-les-Pins, il est désormais formellement interdit de fumer aux abords des établissements dédiés à la petite enfance et à la jeunesse dans un périmètre de 30 mètres. Interrogés sur place, les parents qui ont souhaité garder leur anonymat déplorent une interdiction inutile. Pourquoi le maire fait-il un arrêté pour ça? Personne ne fumait devant le collège, me dit une maman perplexe. De leur côté, les jeunes élèves de 4e me confessent que dès la 6e, des camarades n'hésitent pas à prendre leur pause nicotine juste devant le collège. Cette mesure qui vise à réduire l'exposition des plus jeunes au tabagisme serait en réalité un cache-misère pour cette enseignante qui souhaite elle aussi garder son identité secrète. Il est interdit d'interdire, ils n'ont que ça à faire à la mairie. Il y a d'autres priorités dans ce collège que cette interdiction futile. Depuis la rentrée, 3 professeurs de français manquent à l'appel et ils ne sont pas remplacés. C'est de cela dont le maire devrait se soucier, conclut-elle. Peu avant de retrouver les salles de classe, les professeurs déploraient le manque de considération pour les parents et les élèves, informés par voie de presse. Les élèves, eux, pour l'instant, n'ont absolument rien, aucune communication, aucune considération, à mon sens. Et c'est juste en face des salles de classe. Donc imaginez des enfants qui voient des vitres criblées de balles, même si ça reste du plomb.
Enfin, moi, je ne me suis jamais sentie en insécurité dans cet établissement depuis 9 ans. Et là, oui, en fait, parce qu'on met le feu à l'établissement. 87 impacts de balles, c'est impressionnant. Pour certains enfants, le retour est difficile. Nous avons rencontré la maman d'un élève de 6e. Quand mon fils il rentre de collège, il a peur parce qu'il passe par là, il trouve des dealers. Après, il passe de l'autre côté. De toute façon, tous les chemins, il y a après. Il a peur, il a 11 ans. Ils vont reprendre à 13h30 et je l'appelle, il me dit non, je ne veux pas venir. Il faut que je l'accompagne, mais ce n'est pas possible de l'accompagner le matin et tout le temps. Puis il y a le réseau qui s'installe, ça fait 3 semaines à La Rose et avant, il n'y avait pas ça. Et en vérité, on a commencé à réfléchir de déménager. Les enseignants ont préparé un communiqué pour les élèves pour expliquer la situation. Une équipe mobile de psychologues devrait également intervenir prochainement au collège Mallarmé. Une installation à la charge du bailleur sans conséquence sur les loyers. Noria Preciosi, présidente de 13 Habitat, assure que ces caméras répondent à la demande des locataires. Ce sont des personnes qui payent un loyer qu'il faut respecter et quand elles ont besoin de moi, on est obligé de les aider. Et mettre des caméras, ça rassure. Vous savez, l'incivilité, ça existe. Il n'y a pas que ça. Après, bon, il y a un petit peu des dealers des quartiers, les gens ont peur. La résidence paraît pourtant calme. Les locataires que nous avons rencontrés sont partagés. À Bendelang, c'est mieux qu'il y a 3 ans en arrière. À 3 ans en arrière, c'était le bordel. Et on vous a mis des caméras là? Oui, maintenant, depuis 2 semaines, il paraît que ça marche, les caméras. Oui, ça marche. Ouais. Franchement, c'est très bien. C'est bien, ça. On est plus en sécurité. Parce que les voitures, ils sont souvent cassées ici, oui. À un moment donné, il y avait des jeunes, c'est vrai. Ouais. Alors, c'était le bordel, mais maintenant, ça s'est calmé. Vous pensez que c'est nécessaire quand même d'avoir des caméras ici? Oui. C'est quelque chose... Oui. Enfin, non, on ne nous a pas demandé notre avis. On n'a pas demandé. C'est bien, hein. C'est bien, oui. Voilà. Après, il y a d'autres choses à faire avant. Ouais. Pour mais d'abord, isoler les logements, c'était la priorité. Combien de temps que vous êtes là? Depuis 2003. Et vous avez toujours aimé votre lieu de vie? Ah oui, impeccable. Ça manque un peu l'ascenseur maintenant que je suis âgée. Il y avait de l'insécurité ici avant sur le parking? Moi, j'ai jamais vu, personnellement. Hein. La résidence des Tilleuls, construite en 1958, fera l'objet d'une réhabilitation générale à partir de 2025, notamment pour améliorer la performance énergétique. 15 mois déjà que les travaux de peinture du viaduc ont démarré. Bientôt, ce ne seront plus que des souvenirs. Alain Arbeau, chef de projet du côté de la maîtrise d'œuvre à la DIRMED, revient sur ce qu'il reste à faire. On voit que les derniers modules sont en train d'être démontés. On devrait libérer l'autoroute s'il n'y a pas d'intempéries d'ici la fin du mois de septembre. Mais il nous reste quand même tous les travaux qui restent à faire à l'intérieur du caisson et 2 extrémités de l'ouvrage qui sont très compliqués parce qu'il y a beaucoup de coins et de recoins à faire, à traiter. Donc il faut dire que depuis 68-70, les années 70, il n'avait pas été repeint. Mais normalement, moi je m'étais dit que c'est 10 ans en peinture. Bon là, en même temps, on aura le recul, vu qu'on l'a déjà fait une fois, de la technique de réparation, donc on perdra moins de temps, mais sachant qu'on aura quand même la gêne à l'usager qui sera toujours présente. On ne pourra pas faire les travaux sans réduire, comme on a fait aujourd'hui, la circulation. Au total, une 60aine d'ouvriers ont travaillé sur le viaduc, l'un des plus gros ouvrages de la DIR Méditerranée. Et le repeindre à un coût, c'est ce qu'explique Pierrick Pozzo de la maîtrise d'ouvrage. On est à peu près à environ 10 millions d'euros de budget, donc qui a été investi 100% par l'État, par la DIR Méditerranée. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte et qu'on peut trouver ça cher pour un chantier de peinture. Sauf que en fait, la plupart de la difficulté sur ce chantier, c'est vraiment, outre la peinture, c'est venir se fixer en termes d'échafaudage et tout ça en maintenant les conditions de circulation à 2 fois 3 voies pour limiter au maximum la gêne des usagers, qu'ils soient locaux ou que ce soit les usagers en transit, pour maintenir le flux de la 55. Et justement, ces usagers devraient retrouver les routes du viaduc dans leur état d'origine d'ici la fin du mois. « 15 palettes représentant plus de 11 000 pièces contrefaites, c'est le résultat de la dernière prise des douanes. Les marchandises de contrebande transitaient par conteneurs depuis la Turquie et devaient être expédiées par camion en Algérie. Pour Mélissa Glissant, inspectrice des douanes au bureau maritime du port de Marseille, c'est le genre de cargaison qui attire forcément l'attention de son service. Tout le trafic de pièces automobiles n'est pas forcément de la contrefaçon. Mais là, bien sûr, il y avait la provenance, la Turquie, donc deuxième pays producteur de contrefaçon, ce qui est un indice. L'étude de documents, les factures de mauvaise qualité avec des incohérences.
et notamment le nom des sociétés, là en l'occurrence qu'on connaissait, parce qu'on les a tapés 3 fois par le passé. Donc tout ça représente un grand faisceau d'indices qui nous fait dire bingo. En fait, on a déjà attrapé toutes sortes de pièces automobiles, des filtres à air, des filtres à essence, tasseaux d'amortisseurs, vraiment tout ce qui peut composer la voiture. Et les marques étaient diverses, il y avait Peugeot, Renault, par le passé nous avons trouvé aussi des pièces automobiles de Volkswagen, Citroën, Audi, donc vraiment c'est tous les gros constructeurs automobiles qui sont touchés par le fléau. Et justement, présents sur place, 2 spécialistes dépêchés par les groupes Renault et Stellantis pour aider les douanes à identifier les pièces contrefaites. Leur mission requiert l'anonymat. Pour Didier, l'émissaire de Renault, avant d'être un préjudice économique, ce trafic est d'abord une source de danger. Un contrefacteur, lui, trompe le client final en vendant des produits dont il peut faire la qualité la pire qui soit, personne ne remontera à lui. Donc lui, c'est profit, profit, profit. Comme ce sont des réseaux mafieux, et je pèse mes mots, ils n'hésitent pas à mettre la vie des gens en danger. On a vu des étriers de frein avec de l'herbe séchée dedans, compacté, un freinage sur autoroute à 130 km/h pour s'arrêter 40 mètres de plus. 40 mètres de plus, il y a besoin d'un freinage d'urgence, c'est la différence entre vie et trépas. Il aura suffi de quelques pas avant qu'un commerçant nous aborde et nous propose un pot Elmergen. Des stocks sont bien là, à l'arrière du magasin. Anonymat, vous pouvez me le dire? Combien vous la vendez? Hors micro, on tentera de nous vendre le pot de 700 grammes, 30 €, soit plus de 4 fois son prix de base. Les clients en recherche sont estomaqués. Ça m'a proposé 30 € le pot. J'en ai déjà mangé, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Mais quand vous l'avez mangé? Il y a une semaine à 10 € le pot. Dans le commerce d'à côté, c'est rupture de stock. Le gérant a un de ses containers bloqués à la douane. Il fait avec. Je ne peux pas courir derrière la pâte à tartiner. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Je vends la Nutella à 5,99 ou 6 €. Ce n'est pas un produit qu'on ne peut pas vivre avec. C'est pas indispensable pour vous. Voilà, c'est vrai, c'est un bon produit, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Parce que c'est les réseaux sociaux qui l'ont fait ça. C'est le TikTok qui a fait le buzz de Morgen. Il y a les fiancères qui a fait la publicité de ça et d'un coup, ça a explosé. Mais la pâte Morgen, ça fait 3 ans qu'elle existe. Le futur reste incertain pour les marchandises bloquées. En attendant, la fameuse pâte continue de se vendre sous le manteau à prix d'or. C'est pas bien parce que les gens qui voyagent ont besoin d'argent aussi. Ils ne sont pas forcément riches. Je faisais ça avant, il n'y avait pas autant de monde que ça. Et je me dis, si je trouve une place, je la prends, puis j'aurai moins de problèmes. Voilà. Comme Yvette, ils sont des centaines chaque jour à se garer au bord des routes pour accéder à la gare TGV d'Aix-en-Provence. Pourtant, depuis le 25 septembre, ce stationnement dit sauvage est totalement prohibé. Ils s'exposent à 135 € d'amende et pourraient voir leur véhicule emmené à la fourrière. On se demandait c'est parce qu'il n'y avait pas de place et pas de parking, mais en fait il y en a. C'est un éternel problème. Je comprends certaines personnes où le prix du parking équivaut quasiment au prix du billet. C'est juste la disponibilité quand on est pressé. Les parkings sont chers et du coup, voilà, je préfère essayer par ici. Il y a beaucoup de circulation autour de la gare et parfois, on met 20 minutes pour trouver une place. Donc si on a un tout petit peu de retard, on rate son train. Comme j'ai vu que plein de personnes se garaient là, j'ai fait pareil. Après, s'il y a des mesures de restriction, j'irai au parking minute. Nos trains régionaux ont atteint en 2023 un taux de ponctualité de 84,7% contre 93,2% pour les TER bretons en tête du classement. 26% de nos trains n'arrivent donc pas à l'heure. C'est 6 points de plus que la moyenne nationale. Face à la polémique, la région Sud s'est justifiée. Elle explique que des investissements sont en cours et que l'ouverture à la concurrence pourrait, selon elle, bientôt améliorer la situation. Autre problème pointé par l'UFC Que Choisir, la faible pénalisation des retards et perturbations. L'association appelle les pouvoirs publics à enfin agir pour améliorer la situation en renforçant les incitations à la qualité pour les transporteurs et en prévoyant une indemnisation systématique des consommateurs victimes de retards récurrents.
Avec 4 médailles d'or, le nageur Léon Marchand est le Français qui est le plus monté sur la première marche du podium lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, se créant ainsi une multitude de nouveaux fans. Peut-être vont-ils débuter la natation cette année et pourquoi pas au club de Martigues Natation où Anthony Colicelli est responsable de l'école de natation. Je pense que ça va augmenter un petit peu. Après, il faut faire attention parce que c'est, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, un effet de mode, donc il faut faire attention parce que ça peut remonter cette année et vite redescendre après, donc c'est quand même un sport qui est exigeant, donc il faut quand même faire attention et pouvoir proposer ce qu'on essaie de faire cette année sur les écoles de natation, proposer de nouvelles activités, de nouvelles manifestations qui vont attirer les plus jeunes et on va essayer de les former le mieux possible pour pouvoir accéder à la haute performance. En tout cas, leur donner les clés pour pouvoir les construire le mieux possible pour arriver vers de la haute performance. En sport collectif, l'équipe de France de volley-ball a elle aussi brillé en or, mais pour l'instant, Haroldo Lino da Silva, ancien central du Martigues Volleyball, n'assiste pas encore à une déferlante de nouveaux inscrits. Double champion olympique, c'est énorme. Donc on commence à parler un peu plus de volley, mais bon... On essaie d'avoir un peu plus d'adhérents quand même. Donc c'est pas trop médiatisé le volleyball. Mais bon, je pense que double champion olympique, il faut augmenter les nombres de licenciés, d'adhérents. Pas de raz-de-marée, de nouveaux pratiquants dans les clubs des sports en or au JO pour l'instant. Il faut dire qu'à Martigues, le choix est grand. 31 associations sportives étaient présentes sous la halle ce samedi. Avec près de 400 licenciés, le tennis martégal ne se porte vraiment pas mal. Et pourtant, impossible aujourd'hui de négliger le sport tendance, le paddle, au point que la structure s'appelle désormais le Tennis Paddle Club de Martigues. Pour autant, Denis Bensoussan, son coprésident, ne craint pas que le nouveau sport supplante l'ancien. Effectivement, c'est une nouvelle discipline qui est arrivée en France maintenant il y a 4-5 ans. C'est un succès monumental. J'espère que le tennis ne va pas s'incliner devant le paddle parce que je pense que c'est complémentaire, on peut faire les deux. D'ailleurs, dans ce club, on a 2 cours de paddle pour 8 cours de tennis. C'est pas du tout le même sport dans le sens où un paddle, c'est un demi-cours de tennis où on joue à 4. Donc physiquement, je pense que le tennis demande plus d'efforts, plus de conditions. Le tennis, quand on débute, si c'est 2 débutants, avant de pouvoir s'amuser et de faire 4-5 échanges, il faut un petit moment. Le paddle à 4 sur un demi-cours, c'est beaucoup plus ludique et beaucoup plus facile à mon avis. Un tennis plus technique qu'il est donc impératif de rendre ludique à destination des enfants les plus jeunes. Et ça, c'est le rôle du moniteur. On a une pédagogie qui est adaptée aux plus jeunes. On prend les enfants dès 3 ans. Dès la première approche, il y a des échanges entre enfants, avec le filet ou sans le filet. À tout âge et pour tout niveau, on peut rapidement s'amuser, même au tennis. Alors il y a plusieurs valeurs qu'inculque le tennis, il y a le respect, il y a effectivement la combativité, parce que c'est un sport individuel, donc on apprend à perdre seul, on apprend aussi à gagner seul. Et non, le tennis n'est pas mort du tout, il va y avoir des futurs champions, et certainement des futurs champions martégaux. Et pour offrir à ses licenciés une palette bien plus large du sport raquette, le Tennis Paddle Club de Martigues propose désormais une 3e discipline très en vogue elle aussi, le pickleball, c'est-à-dire un dérivé du tennis qui se joue en double, pratiqué sur un terrain de la taille du badminton, avec des raquettes semblables à celles du ping-pong, mais en version XXL. Du haut de ce balcon, plusieurs titres mondiaux et des médailles olympiques vous sourient. Myriam Jérusalemi, 8 fois championne du monde de kayak, est entourée de ses 2 filles, médaillées d'or à Paris cet été. Alors c'est vrai, Noémie et Jessica sont aujourd'hui australiennes, mais elles sont nées à Marseille. À 3 mois, elles avaient déjà une première licence dans le club marseillais. Elles s'entraînent régulièrement sur la base nautique du Marseille Mazargues Canoë Club qui porte le nom de Bébert Obélem, leur grand-père. Cet hommage de la ville de Marseille va droit au cœur de la maman, Myriam Jérusalemi. Ça a été phénoménal pour notre famille. Et j'aurais bien aimé que mes pères, que le père a cité, soit là. Je suis sûre qu'il était là, qu'il a vu quelque part. Il était là. Oui, ça a été incroyable.
Après une rencontre avec Benoît Payan et les autres médaillés olympiques, direction l'espace Bargemont qui est comble pour accueillir sportifs et volontaires des Jeux. Parmi ces volontaires et ces porteurs de la flamme, on retrouve Colette Cataldo, la figure des supporters de l'OM. À plus de 80 ans, elle a porté la flamme en descendant de Notre-Dame de la Garde. Et entre la flamme et l'OM, pour Colette, pas de hiérarchie. Non, mais là, je ne dis pas, parce que porter la flamme, dans mes vies, ça n'arrive pas souvent. Franchement, la flamme et le football, vous n'arriverez pas à me dire qu'il vient second, il vient premier, pareil, parce que moi, ça fait 60 ans que je suis jeune. Ça fait pas un jour. La base nautique vient d'être rendue à la ville. Elle sera en début d'année utilisable par l'ensemble des Marseillais. Au fil des prises de parole et des discussions, chacun évoque ses souvenirs. Fabien Lamiro, médaillé d'or paralympique en tennis de table, répond patiemment à toutes les sollicitations. Aujourd'hui, pas question de parler sport, mais plutôt de rendre tout ce bonheur reçu pendant l'été. Ça fait un partie du job. Mais c'est pas la partie la plus désagréable, donc on prend tout ce qu'il y a à apprendre, c'est que négocier, on rencontre plein de gens avec suivi, et pour certains découvrir les Jeux paralympiques, et tant mieux. Donc si ça me fait des émulations, tant mieux aussi, ça servir à ça. Donc non, c'est les deux, c'est aller se faire du job, parce qu'il faut le faire, voilà, on est que deux têtes d'être là, il faut le faire. Et c'est un plaisir, et c'est au-delà du sport, voilà, c'est autre chose, ça compte. Marseille a été le centre du monde lors de l'arrivée de la flamme olympique, ville hôte des compétitions de voile et de football. On parle même aujourd'hui de la possible venue de la finale de la Ligue des champions de football. Ils étaient attendus, ils n'ont pas déçu. Pour leur retour, Christo et Thomas Junior Popov ont réalisé un sans faute avec leurs coéquipiers. Une victoire 8-0 avec aucun set encaissé. Les deux frères sont en forme, prêts à faire surfer leur sport sur la vague des Jeux Olympiques. C'est une expérience phénoménale parce que de base en France, le badminton n'est pas si connu, donc on n'a pas beaucoup de supporters. Et finalement au jeu, la salle était blindée, guichet fermé tous les jours et je pense que ça nous a vraiment poussé à jouer du mieux. On est super content d'être les ambassadeurs parmi les autres Olympiens du badistes français pendant les JO, mais le plus important c'est la visibilité que les JO ont eu sur le badminton de sport en général. On a notamment dans la ville, nous, il y en a eu pas mal de petits maintenant qui font du badminton parce qu'ils nous ont vus au JO, ils nous suivent. Donc je pense qu'il n'y a rien de mieux que voir des retours comme ça après les JO. Mais pas le temps d'en profiter, car les deux jeunes ont d'autres objectifs à atteindre. Christo le dit, il ne compte pas s'arrêter là, comme une envie de continuer sur la même dynamique. Évidemment, il y a toujours des objectifs. Notamment, il y a aussi une échéance qui est très importante, car ça fait longtemps qu'elle n'a pas été en France, c'est le championnat du monde. Ils seront à Paris en 2025. La dernière fois qu'ils étaient à Paris, c'était en 2010, si je ne me trompe pas. Donc après les Jeux de Paris 2024, il y a aussi les mondes de Paris 2025. Et c'est un objectif non seulement pour nous, mais pour la France en général dans le badminton. Mais avant de se projeter si loin, ils ont un titre de champion de France à défendre avec leur équipe de Fos-sur-Mer. Une couronne qu'ils veulent garder à tout prix. Face à face, je l'ai vu. Merci Rabiot et allez l'OM. Là, c'est un très grand joueur. On s'y attendait pas. On est à la maison installé, on entend ça sur les réseaux, on veut de suite savoir l'heure. Direction Marignane et on va mettre bien cette ambiance, cette ferveur et lui montrer ce que c'est à Marseille. Faire beaucoup de bien, qui sera titulaire, qui jouera tous les matchs et ça va faire une très bonne association au milieu avec Hochberg, je pense. Franchement les gars, Adrien Rabiot il va remettre les pendules à l'heure, attention à la Ligue 1 cette année, elle est à nous et dans le futur attention à vos fesses les gars. Bon après c'est un ancien parisien mais on va le respecter et tant qu'il mouille le maillot c'est tout ce qu'on demande. Qu'il essaye de se venger de ce que lui a fait le PSG, ils l'ont pas fait re-signer donc espérons qu'il donne tout sous le maillot et c'est quand même un très grand joueur. Mercato exceptionnel, magnifique. Des frissons, des herbies. Benassia, gros travail, j'ai mis le maillot, merci Benassia. C'est vraiment incroyable, je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur. Pourquoi Marseille? Pourquoi l'OM?
Ça s'est fait un peu comme ça. Au début, ça semblait un peu improbable. Et finalement, en parlant beaucoup comme avec Mehdi, on en est arrivé à... Il m'a présenté le projet. J'ai adhéré, j'ai parlé aussi avec le coach. Et ça m'a parlé vraiment. Donc voilà, sportivement et tout ce qu'on connaît aussi, l'ambiance, la ferveur, le stade, une ville qui vit pour le foot. Donc c'est un très objectif ici. Gagner forcément, aller retrouver la Champions League et puis pour la suite on verra. Parquet couleur sable, fauteuil beige et blanc, grosse poignée bleu foncé pour le contraste visuel, bandes alternées au plafond pour rappeler Notre-Dame de la Garde. La décoration flatte et séduit les premiers visiteurs. Il a l'air super, hein, il a l'air très bien. Plus spacieux, j'ai l'impression, beaucoup plus lumineux. Les couleurs sont beaucoup plus jolies aussi que l'ancienne rame. Plus apaisant, c'est vrai, c'est une couleur claire, c'est agréable, c'est plus agréable. On trouve que les couleurs sont évidemment moins vives que le métro actuel, parce que le orange, il était quand même iconique à Marseille, mais finalement c'est pas mal, c'est plus calme, c'est plus apaisant. Sans parler de ceux qui ne se voient pas. Là, on sent qu'il est climatisé. Oui. Vous avez senti? Ah oui, on sent la différence. C'est quand même un plus, surtout dans notre région. Surtout chez nous, voilà. C'est vrai que ça manquait à Marseille. Un nouveau métro qui apportera aussi plus de sécurité, assure Catherine Pila, la présidente du conseil d'administration de la RTL. Avec des caméras de vidéosurveillance qui seront dans le wagon. Et vous l'avez vu, on a un wagon Goa, donc les wagons ne sont plus séquencés, mais on a un grand wagon qui permet à tout le monde de circuler, et ça aussi, ça apporte de la sécurité. Enfin, l'accessibilité a été pensée pour inclure les personnes en situation de handicap. Rappelons aussi que ce nouveau métro marseillais fonctionnera sans chauffeur, avec des quais sécurisés. Pas de date de mise en fonction pour l'instant, mais il circule déjà la nuit sur le réseau en vue de son homologation. Des décors. Les vaisseaux de Valérian de Luc Besson. Des cascades. Les visiteurs sont comme des enfants au milieu de ces 22 hectares de studio. Moi, franchement, je me suis régalée. Ça donne envie de participer, même en tant que bénévole, quoi. Je dirais qu'un seul mot, c'était génial. Les cascades et puis les décors, c'est vraiment... Voilà, c'est impressionnant. Parmi tous ces décors, celui de la prison semble avoir fait son effet. C'est très réaliste en vérité, voilà, c'est très réaliste. Et j'en ai pensé que j'aimerais pas y rester très longtemps. En vérité, c'est une atmosphère un peu oppressante. On a vraiment le sentiment que la prison, ça pourrait être une véritable prison avec des gens, etc. Et donc content d'en sortir finalement. Ces 2 jours de visite sont contraignants pour les studios. La production est immobilisée. Aucun tournage ne peut se tenir, mais c'est essentiel de le faire. Olivier Marchetti est fondateur et PDG de Provence Studio. Aujourd'hui, pour nous, c'est important aussi de communiquer avec la population parce que de temps en temps, on leur crée des nuisances. On vient tourner, ils ne comprennent pas. Et là, en fait, ils voient l'envers du décor. Et puis, ça nous fait plaisir aussi de partager notre passion du cinéma. Et on voit qu'il y a une telle ambiance, il y a un tel engouement. On en est vraiment très heureux. L'engouement, il y en a d'ailleurs autour d'un stand à quelques mètres de la sortie. De main en main, on se fait passer de faux bébés ultra réalistes. C'est en partie l'œuvre de Justine, co-gérante de Bébé Ciné. On fait des effets spéciaux et on est spécialisé dans tout ce qui est faux bébés, maternité. Donc on fait des faux bébés comme celui-ci. Donc elle s'appelle Michel. On fait tout ce qui va autour de la maternité. Donc ça peut être des faux ventres de grossesse, ça peut être des accouchements, des placentas, des cordons ombilicaux, des poitrines d'allaitement. Voilà, on est spécialisé là-dedans. Une spécialisation particulière qui laissera sans nul doute un grand souvenir aux visiteurs de Provence Studio. La base aérienne d'Istres a fait le show ce week-end. Durant 2 jours, des dizaines d'animations ont été mises en place à l'occasion des journées portes ouvertes de la base. Un moyen de faire découvrir aux civils les différents métiers de l'armée de l'air selon le sous-lieutenant Maïva, chargé du recrutement. C'est ça, donc on recrute dans 13 domaines d'activités différents, donc on a à la fois des métiers soutien dans le domaine des ressources humaines, mais à la fois de la logistique, puis après on a des métiers, ce qui est renseignement, ou alors on va avoir donc par exemple tout ce qui est service des santé. Voilà, on a une grande diversité qui nous permet du coup justement de réaliser toutes nos missions au sein de l'armée de l'air et d'espace. Un spectacle qui a aussi pour but de donner envie aux jeunes de s'engager dans l'armée de l'air, cela remplirait de joie le colonel Sébastien, commandant de la base aérienne d'Istres.
Alors évidemment, au-delà du fait de faire rêver les gens, de leur offrir un beau spectacle aérien et de faire découvrir nos métiers, si en plus on arrive à susciter quelques vocations, évidemment je serai le plus heureux des commandants de base. Pari réussi avec le petit Evan, passionné d'aéronautique, il rêverait un jour de devenir pilote dans l'armée de l'air. Invité par cette dernière, il est reparti de cette journée avec des souvenirs inoubliables et même des petits cadeaux. J'ai vu la patrouille de France, le Rafale, la 400M et le CASA. On m'a donné aussi des patchs de mécanicien du Rafale, ça me plaît énormément et franchement j'étais vachement ému. Si comme Evan vous voulez travailler dans l'armée de l'air, plus de 4000 postes sont à pourvoir partout en France chaque année. Campagne de certification. La 17e édition de ce marché haut en couleur de spécialité artisanale italienne a démarré et dans ce cas de figure, le mieux c'est de goûter. La spécialité de la maison c'est la porchetta, c'est le cochon que vous voyez sur la table là-bas. Ça se peut manger soit froid, soit réchauffé, comme les italiennes. Froide il est bonne, chaude il est meilleur. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du parmigiano reggiano. C'est très très bon. Sûr, tu viens? C'est ma famille qui l'a fait sur les montagnes de Parma, avec des vaches libres et sauvages. 36 mesi. On tire le lait à 200 vaches, avec 200 vaches, on fait 9 bœufs de parmesan par jour. C'est le meilleur parmesan que vous avez jamais mangé? Oui, c'est vrai. Parmi les nouveautés, des spécialités sucrées et du vin, de quoi ravir Martego et touristes. Est-ce que vous aimez ce marché italien? Gefällt Ihnen dieser italienische Markt? Sehr. Ja, er ist sehr schön und herzig. Oui, il est très beau et gentil. Le marché Les Italiennes est un événement en duo avec les flâneries au miroir, si la météo voudra bien se montrer clémente. Ah, c'est sûr. Comme le dit cette chanson, certains resteraient bien pour toujours à profiter du soleil sur la plage de Ferrières, confortablement attablés à l'une de ces 3 paillotes. Mais malheureusement, ça y est, la saison se termine, comme le confirme Maureen, présidente du restaurant C'est Pêché. Il y a une part de nous, on est super content de fermer parce que c'est 5 mois de saison très intensive. Une part de nous, bien évidemment, ça va créer un vide et on est très heureux de notre saison, donc ça va, on va vite revenir. Tous vont vite revenir car ils ont pu signer un bail de 3 ans, ce qui leur donne le temps de se développer. Je pense déjà à la saison prochaine. Stéphane Catalano, président de la paillote Chiquita Cabana. C'était une très bonne saison, on s'est bien organisé, on s'est encore mieux organisé que l'année dernière. Donc on pourra encore mieux s'organiser pour l'année qui suit. On va faire quelques nouveautés, on va changer quelques trucs, on va améliorer. Voilà, on est dans l'amélioration. Des améliorations encouragées par le soutien de la ville de Martigues qui depuis 7 ans maintenant permet à la population de profiter d'une plage en centre-ville avec pour cette saison 2024 un beau sable tout neuf qui a ravi les familles. Lui va rester un moment. Quant aux paillotes, elles vous donnent rendez-vous au mois de mai prochain. Alors je me suis lancé parce que j'étais encore dans les études quand j'étais en alternance, donc je voulais participer un peu aux recettes étudiantes et partager les recettes que je faisais pas cher, rapide, etc. sur mes réseaux pour aider un peu les autres. J'avais un peu de temps. Je me suis lancé là-dedans et maintenant ça s'est transformé un peu en plein de recettes faciles, rapides à faire, parfois peu chères, mais c'est vraiment toute cette idée-là de partager vraiment des recettes. Et j'étais passionné par la pâtisserie depuis tout petit. Et là, il y a un peu moins de pâtisserie sur mes réseaux sociaux, mais c'est un peu cet amour de la cuisine, bien manger surtout, on aime bien manger. Il y a un peu de tout sur le compte, il y en a encore plus dans le livre. J'ai un peu teasé du coup le sujet, mais en fait, c'est des recettes, il y a un peu de tout. Il y a vraiment de l'apéro au brunch, des plats au dessert, mais aussi des fast-food, mais fast-food fait maison, donc si on veut un wrap, par exemple, on le fait nous-mêmes avec des ingrédients de chez nous. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sain à manger que dans certains fast-food.